Bonjour, bienvenue dans Sommet. Aujourd'hui, on reçoit Marjorie Cannon. Marjorie va nous parler de son parcours entre études prestigieuses, gendarmerie nationale et intelligence artificielle. On en parle avec elle. Je me souviens de toutes les annonces de décès que j'ai dû faire. Voilà, la première fois que j'ai annoncé à une mère que son fils de 17 ans s'était tué en scooter. Et après, quand on nous dit on peut conduire sous stupéfiants, sous alcool, c'est pas très grave. Quand on a vécu ce genre de moment, on sait pourquoi on le fait. Mon message principal en ce moment, et je me bats souvent là-dessus, c'est de se dire l'IA, c'est qu'un outil. Et je trouve que beaucoup de gens veulent le prendre à l'envers et se dire il faut à tout prix faire de l'IA. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de stéréotypes. J'entends beaucoup de jeunes filles qui me disent le numérique, c'est pour les garçons. Pourquoi une fille n'arriverait pas à travailler sur un ordinateur ou dans le numérique ? Comme c'est la tradition dans Sommet, on va reparcourir avec toi les grands moments de ta carrière. Carrière qui s'est principalement constituée autour de la gendarmerie nationale et aujourd'hui autour de l'IA, puisque tu es consultante IA, mais on va revenir sur comment tout ça s'est fait. Et puis avec aussi un parcours au niveau études qui est quand même assez remarquable. Tu n'es pas de la région, tu es d'où ? Je suis originaire de Picardie, un petit village dans l'Aisne, en Picardie. Donc tu fais tes études en Picardie ? Je fais jusqu'à mon bac en Picardie, ma famille était là-bas, et puis après je suis partie dans la région de Grenoble. D'accord. Pour une prépa militaire, une prépa maths sup maths spé, donc assez classique, mais dans un lycée militaire à Montbonneau, à côté de Grenoble, qui s'appelle l'école des pupilles de l'air. Et est-ce qu'il y a déjà une volonté, est-ce que c'est un peu le hasard qui t'amène sur une école militaire ou les choix et les concours, ou est-ce qu'il y a déjà une volonté de ta part de t'inscrire dans ce secteur ? Dans ce cursus militaire. Alors c'est rigolo, on me demande souvent si j'ai de la famille militaire, parce que en plus en étant une femme, c'est souvent cette question qui revient. J'avais envie d'avoir du sens, sans vraiment savoir me l'expliquer. Moi j'avais la volonté d'avoir un métier actif sur le terrain, et un petit peu hasard de la vie, un forum des écoles dans mon lycée organisé à l'époque. Je tombe sur le stand de l'armée de l'air qui présente la prépa de l'école des pupilles de l'air, et du coup je tombe sous le charme et je me dis c'est ça que j'ai envie de faire. Et ce type d'école amène à quel type de profession ? Alors du coup, ça c'est vraiment des écoles, alors, il y en a plusieurs, le Britannique que tu connais peut-être, plusieurs écoles comme ça, qui préparent aux grandes écoles militaires. Donc les grandes écoles militaires, c'est l'école de l'air, Saint-Cyr et l'école navale. D'accord, donc c'est une prépa en fait pour arriver sur ce type de cursus. Tu fais une spécialité, c'est ça ? Alors là, c'est vraiment un cursus maths sup, maths spé pour préparer les écoles d'ingénieurs, dont celle militaire. Et donc je passe les différents concours et je réussis à intégrer l'école de l'air à Salon de Provence, qui est une école à la fois d'ingénieurs, mais surtout militaire. Ok, et donc là, le but, entre guillemets, ou en tout cas ce pourquoi la plupart des personnes y vont, c'est plutôt pour être personnel navigant et... Exactement, pour être pilote de chasse. Pilote, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que toi aussi tu as cette volonté-là ? Au final, moi j'avais cette volonté d'être militaire, de servir vraiment dans l'armée. Et au final, j'étais à l'école des pupilles de l'air, j'avais 17 ans. Tous les copains autour de moi voulaient être pilote de chasse, parce que c'est un petit peu le Graal dans l'armée de l'air. Donc j'ai suivi un petit peu la meute. Et j'ai intégré l'école de l'air en tant que personnel navigant. Donc pour être pilote. Donc on commence pas tout de suite à être pilote, on a 3 années d'école d'ingénieur avant de commencer ça. Mais moi, au bout d'un an, je me rends compte, je me dis en fait les avions, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, et je pense qu'il faut être vraiment passionné pour faire ce travail, et du coup un peu envers et contre tous, parce que dans ce sens-là, on le fait très rarement. J'ai demandé à changer de corps, c'est-à-dire de plus être personnel navigant, mais d'aller faire autre chose. D'accord, et donc tu t'orientes vers quoi à ce moment-là ? Donc là, je m'oriente, je deviens officier renseignement, c'est la filière officier renseignement côté armée de l'air, mais avec la volonté de partir en gendarmerie, parce que j'avais rencontré des officiers qui avaient fait cette bascule, et je retrouvais le côté impact sur le terrain en fait, que je recherchais. Et du coup, je bifurque au bout de 3 ans à l'école de l'air, je pars à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Et qui dure combien de temps du coup ? Du coup, c'est 1 année. Ok, et est-ce que ton cursus précédent, donc cet équivalent maths sup maths spé que tu as fait, est-ce que ça te sert à ce moment-là ou pas du tout ? Et est-ce que tu as
déjà à ce moment-là dans l'idée de faire quelque chose de spécifique au sein de la gendarmerie, ou est-ce que tu veux absolument Alors non, être sur le terrain? à l'époque, moi j'étais vraiment dans cette démarche, j'ai envie d'être sur le terrain. D'ailleurs, je disais à l'époque, je n'irai jamais derrière un bureau. D'accord. Au final, on finit toujours derrière un bureau, je pense. Mmh. Donc non, la partie scientifique, c'était, voilà, j'étais bonne à l'école. Les sciences, c'est un petit peu, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Pour être honnête, l'école d'ingénieur que j'ai faite à l'école de l'air, j'ai appris plein de choses, hein. J'ai pris une méthode, une façon de travailler, mais j'étais pas forcément, voilà, impliquée à me dire j'ai envie de faire des sciences. Ok. Ce que ça m'a vraiment appris, c'est que c'est une école militaire avant tout. Et au final, alors je pense que j'avais un caractère déjà dans ce sens-là, mais j'ai beaucoup appris, qui me sert d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, tout ce qui va être cohésion, esprit d'équipe. D'accord. Rigueur peut-être? Ou alors peut-être tu l'avais déjà? La rigueur, bah, je pense que c'est à la fois dans les gènes et puis on l'apprend, mais la ténacité aussi. Je pense que d'ailleurs, Oui. voilà, aujourd'hui dans mon parcours d'entrepreneur, la Ça te sert, ténacité, ouais. c'est vraiment. Bah, d'ailleurs, il y a une phrase qu'on apprend très vite à l'école de l'air, qui est une citation qui est tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. C'est la devise de Guynemer, le capitaine Guynemer, qui est un as de la Première Guerre mondiale. D'accord. Et au final, bah, je pense que maintenant, voilà, je m'inspire encore beaucoup de ces valeurs-là. Cette phrase, il a fini comment, le capitaine en question? Est-ce qu'il a été descendu au cours de la Première Guerre mondiale? Exactement. Voilà, d'accord. Non, c'était juste... je m'en doutais, disons. Mais ok, je comprends la démarche, la philosophie. Donc tu sors de cette année en formation, donc en gendarmerie. Tout de suite, tu es donc envoyé sur le terrain. Ouais. Tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 23 ans. Ok, et tu sors à quel grade et quel niveau Alors, de responsabilité? du coup, on sort de l'école, on est lieutenant. Ok, Et moi, je prends la tête d'une brigade territoriale de gendarmerie. Donc, une d'accord. brigade vraiment sur le terrain, comme tu peux en rencontrer un peu partout en France. J'arrive à la tête d'une grosse vingtaine de sous-officiers de gendarmerie. Et la brigade se situe où? Elle est à Grimaud, D'accord. dans le Var. Ok. Donc là, tu as 23 ans. Et, la brigade, c'est quoi? C'est une vingtaine de personnes? Exactement, oui. Juste petit aparté, le fait d'être dans le Var, j'imagine que c'est pas la pire destination quand on sort de l'école. Ouais. Est-ce que c'est lié au hasard? Est-ce que c'est lié à ton classement? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là? Les choix se font alors, et à la fois par spécialité et par classement. Ok. En fait, au milieu d'année de l'école, il faut faire un choix de spécialité. Moi, j'ai choisi la sécurité publique générale, donc vraiment, voilà, la gendarmerie territoriale. Certains prennent la gendarmerie mobile, d'autres prennent d'autres spécialités. Et donc, dans cette spécialité-là, et en fonction de notre recrutement, il y a une liste de postes, et en fonction du classement, on choisit donc, tu étais où on ne plutôt bien choisit pas. classé, J'étais j'imagine. plutôt bien classée. Ok. Donc, tu arrives à 23 ans, tu prends la tête d'une brigade, une vingtaine de personnes. J'imagine que c'est pas sans difficulté en sortie d'école, jeune, donc 23 ans, en étant une femme, de prendre la tête d'une brigade comme ça. En termes de management et comment est-ce qu'on assoit son autorité, puisqu'on est dans le militaire, donc j'imagine que l'autorité prend tout son sens. Et il y a en même temps une dimension de management. Donc tu es inexpérimenté à ce moment-là. Comment ça se passe? Quelles difficultés tu rencontres? Et bah, sur la partie commandement, alors c'est plus la jeunesse que le fait d'être une femme qui n'est pas vraiment une difficulté, mais qui est un challenge quand on arrive. Je pense que on a tous des manières de commander. Alors j'ai commandé parce que dans la gendarmerie, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai toujours eu à l'idée de me dire, je ne suis pas là pour imposer. Alors bien sûr, il faut imposer ses choix, mais globalement, chacun a des expertises et il faut s'appuyer sur les expertises de chacun. Donc beaucoup de participatif, d'écoute. Et quand je suis pas arrivée en disant je vais tout révolutionner, mais vraiment avec cette démarche d'esprit d'équipe, je te parlais tout à l'heure. J'ai jamais vraiment eu de problème avec mes subordonnés. Justement, je pense que et d'ailleurs, voilà, ça m'a fait plaisir dans les remontées que j'ai pu avoir, c'est ce côté équipe qui ressortait. Alors bien sûr, quand je suis arrivée, j'avais 2 adjoints, la bonne cinquantaine, dans le Var en plus, comme tu disais. Bah, l'arrivée était un petit peu rude. Mais je pense que voilà, l'état d'esprit, comme je disais tout à l'heure, fait que j'ai pas lâché. Et puis, globalement, j'ai réussi à imposer ma façon de commander sans vraiment difficulté. Ok. Tu restes là-bas combien de temps, du coup? Je reste 3 ans.
3 ans. C'est des cycles de 3 ans, c'est ça, dans la Ça dépend gendarmerie, plus ou moins? des types de postes, Ok. mais c'est, voilà, ça peut être 3 à 4 ans et on alterne des postes sur le terrain avec des postes, tu parlais de support, plutôt d'état-major, de bureau. Des moments marquants déjà sur cette expérience-là, justement sur le terrain. Ouais. On a tous en tête les émissions du groupe Canal ou autres. Exactement. Et d'ailleurs, on avait eu à la télé qui était venue faire une enquête d'action Oui, dans ma voilà, c'est brigade. ça, les enquêtes d'action et autres, Exactement, avec ouais. des titres un petit peu racoleurs, Ouais. pour finalement 3 personnes en surplus d'alcoolémie. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des choses un peu marquantes dans Bah, ces j'ai 3 rien de premières années? racoleur à Non, raconter, c'est pas grave. mais non, mais c'est vrai que j'entends encore aujourd'hui parfois des gens qui me disent ouais, les gendarmes, ils sont bons qu'à mettre des PV. Et ça me rend vraiment triste, enfin, même si maintenant, aujourd'hui, j'ai plus d'uniforme, parce que la réalité que j'ai connue, ma réalité sur le terrain, c'est que voilà, j'avais la chance de commander des hommes et des femmes qui avaient vraiment un engagement sans faille et qui a vraiment ce sens du public. Un des premiers événements marquants que j'avais eu, c'était pas du judiciaire, c'était plus lié à une catastrophe naturelle. On a eu des inondations. Alors, le Var est régulièrement inondé comme d'autres régions, hein, mais on a eu des grosses inondations en novembre. J'étais arrivée en août. D'accord. Et du coup, voilà, on a eu une vraie mission d'aller aider la population, hein, aider à protéger les biens, aller aider à évacuer, gérer, voilà, bloquer les routes, etc. Donc voilà, moi, je me suis vraiment retrouvée en me disant, voilà, je veux aider, et ce côté sens y était vraiment. Et puis surtout, ce que je retiens de ce moment-là, c'est que à l'époque, voilà, même ceux qui étaient en repos ou en vacances, donc qui n'étaient pas censés travailler, ils sont venus me voir en me disant lieutenant, on veut aider. Voilà, ils ont mis la tenue et ils sont venus sur le terrain. Et ça, à titre personnel, déjà, c'est assez marquant. On se dit, voilà, l'équipe, quand on a besoin d'elle, elle est là. Et puis même, je trouve que c'est assez révélateur de l'investissement sur... Exactement. Donc 3 années. Ensuite, tu te diriges vers où? Donc ça fait 3 ans que tu es dans le Var. Oui, exactement. Et là, mon parcours scientifique me rattrape un peu. Moi qui avais dit jamais j'irai dans ce secteur-là. Au final, voilà, le fil des rencontres et puis des découvertes fait que dans tous les cas, on est obligé de quitter le terrain. D'accord. Et puis, moi, j'ai échangé avec des personnes qui étaient, pour faire simple, à la direction de la système à la DSI de la police et de la gendarmerie. Donc, ils concevaient les logiciels, en fait, pour le terrain. Voilà, j'ai vu beaucoup de sens là-dedans. Je me suis dit, je vais me diriger dans cette voie un peu technique et un peu spécialisée. Et vu que j'avais un diplôme d'ingénieur en poche, j'ai eu l'opportunité de me reformer. Donc j'ai fait une année de master spécialisé à Télécom Paris, qui est une belle école d'ingénieurs parisienne, sur tout ce qui était ingénierie du logiciel et thématiques liées à la data. D'accord. Tu disais, on est obligé de quitter le terrain. Alors c'est en tant qu'officier. En tant qu'officier, Ouais, vous alternez entre 3 années de terrain comme tu as fait, et ensuite alors, quel est le critère? Est-ce que c'est le côté bureau? Est-ce que c'est le côté service support? Est-ce que c'est... Ouais, c'est plutôt ça. Alors ça peut être 3, 4 ans, ça dépend des choses. Après, certains, c'est pas une vérité absolue. Oui. Certains enchaînent différents temps sur le terrain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mutations régulières et obligatoires. D'accord. Donc à la DSI, quelles sont tes missions? Qu'est-ce que tu traites principalement comme... Alors quand j'arrive, je prends la tête d'une équipe qui est en charge de tout ce qui est statistique. Donc les statistiques opérationnelles de la gendarmerie, les faits de délinquance, l'activité des gendarmes, les accidents de la route. Donc en charge de construire tous les traitements de données et les tableaux de bord qui vont servir aux chefs opérationnels pour suivre leur activité et piloter leur activité. Donc là, on est en 2015, ça dure à peu près 2 ans. Oui. Et ensuite, il y a un projet de Data Lab. Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, aujourd'hui, le mot à la mode, c'est l'IA. À l'époque, ce n'était pas encore l'IA, vraiment. Mais on parlait beaucoup de big data, de data science. Je ne sais pas si tu te souviens. Et du coup, nos directeurs à la gendarmerie se disaient mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer parti de tout ça? Il y avait un projet de créer un data lab, en tout cas des idées, et j'ai eu au final la chance d'avoir à élaborer une fiche de route sur mettre en place un data lab au sein de la gendarmerie.
Donc là, Donc tu c'était partais vraiment de zéro, quoi. c'était une véritable aventure intrapreneuriale. Alors je partais de zéro, il y avait déjà eu une petite équipe qui avait fait quelques tests. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que c'était une équipe très tech, data scientist, qui était assez loin du terrain. Mais gendarme quand même. Mais Qui gendarme. avait quand même la formation gendarmerie. Non, c'était des extérieurs qui étaient là. Exactement. Et il m'avait dit en partant, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les capacités techniques, on n'a pas accès aux données. Enfin, c'était vraiment plutôt un point dur sur la technologie. Et moi, j'étais convaincue que c'était pas la technologie le point limitant. Et j'ai eu raison parce que, et encore aujourd'hui d'ailleurs dans mes activités, c'est un peu une leçon que je tire. D'accord. Voilà, le vrai point, c'était de partir des besoins, des projets du terrain, et puis d'embarquer les différents, enfin l'humain, donc les différentes personnes sur les sujets. Donc cette expérience de Data Lab, elle dure combien de temps au final? Pour toi? Pour moi, au final, je me souviens, c'était l'année de naissance de mon premier fils, 2017. Donc les premières réflexions, élaboration de la feuille de route. Et puis après, ça allait très très vite. Il y a eu ça a été en cascade, mais des premiers data scientists recrutés, des projets réalisés. Il y avait un peu tout à construire. À la fois l'équipe, identifier les cas d'usage, mettre en place la stratégie, la gouvernance, et puis de lancer les projets. Donc 2017, début. Et puis moi, je quitte la direction générale en 2021. D'accord. Et à ce moment-là, on est une dizaine. Dans l'équipe. Donc j'aime bien définir le Data Lab comme, avant tout, c'est une équipe pluridisciplinaire. C'est pas un projet, c'est pas une expérimentation, c'est vraiment une équipe qui réalisait des expérimentations au profit du terrain, à partir des données, donc en utilisant déjà de l'intelligence artificielle à l'époque sur certains projets. Mais le but ultime, c'était faire gagner du temps et de l'efficacité aux gendarmes sur le terrain, donc leur apporter une plus-value. D'accord. Avec, j'imagine, des dimensions légales assez importantes, parce que si je réfléchis un petit peu dans le cadre de leurs interventions, et notamment d'une procédure pénale, on est obligé de suivre un certain nombre de choses. Donc je suppose que cette partie-là était particulièrement importante dans vos recherches, de pouvoir leur fournir des choses dont dont eux pouvaient être sûrs qu'ils avaient le droit de se servir. Je ne sais pas si c'est français. Si, c'est très clair. De toute façon, alors, on faisait des projets de façon très transverse, donc pour l'opérationnel, un petit peu le judiciaire, mais aussi on a travaillé pour les RH, donc au final un petit peu comme dans d'autres entreprises. Mais la dimension légale et un droit d'utilisation de croiser les données, je pense qu'il y a encore beaucoup de mythes sur le sujet en se disant les militaires, gendarmes, ils peuvent faire n'importe quoi, tous nous surveiller. C'est absolument pas vrai. Justement, il y a des fichiers qu'on n'a pas le droit de croiser. Donc, parce que ça peut faire sauter une procédure en plus. Ça peut faire, oui, bien sûr. Et puis c'est pas légal. Et puis il y a pas mal de garde-fous en France sur ces sujets. Le Data Lab existe encore ? Il existe encore. D'accord. Et j'en suis très très fière parce que de me dire j'ai initié quelque chose, mais surtout ça perdure sans moi. Et puis depuis maintenant quand même quelques années, ça fait bien 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis partie. Et aujourd'hui, ils sont une bonne vingtaine. Oui, d'accord. Donc non seulement il existe encore, mais il s'est encore davantage développé. Et je crois qu'il va encore se développer. 2021, ça fait 4 ans que tu travailles sur ce Data Lab. À nouveau, mutation. Et là, pareil, toujours dans cet esprit d'alternance terrain et pas terrain. Mais avant de retrouver le terrain, je crois que tu repasses par la case études, c'est ça ? Alors en parallèle. En parallèle, d'accord. En parallèle, parce que du coup, dans le cursus militaire, que ce soit en gendarmerie, mais aussi dans l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, il y a un concours qui s'appelle l'école de guerre, qui est un concours à mi-carrière, en fait, qui permet d'avoir des emplois, des responsabilités supérieures. Donc je passe ce concours, ça doit être en 2019. Et j'ai la chance d'être... donc tu l'avais déjà entamé alors que tu étais encore dans le Data Lab, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, le concours, tu le passes. Oui. Il y a certaines conditions, mais... Et donc j'ai eu le concours, et puis je suis tombée dans une période où le directeur général de la gendarmerie voulait ouvrir les officiers à d'autres cursus, parce que normalement, une fois qu'on a l'école de guerre, on va faire une année de scolarité avec les camarades des autres armées à l'école militaire à Paris. D'accord. Pour tout ce qui est leadership, stratégie, etc. Mais dans un cadre militaire, pour le coup. Et moi, j'ai eu l'opportunité d'aller faire une scolarité alternative, c'est-à-dire une autre scolarité. Et donc, j'ai fait
un peu plus d'1 an en scolarité à l'Executive Master à Polytechnique. Alors qu'il y a une scolarité, c'était pas du temps plein, parce que je travaillais du coup sur mon poste au Data Lab. Et 1 semaine par mois, j'allais me former à l'école Polytechnique. Ok, donc si on récapitule Matsup, Matspé, Télécom, Polytechnique, on est pas mal au niveau études. J'ai passé quelques temps sur les bancs des écoles, mais etc. au-delà du temps passé, enfin, je souligne quand même le prestige des différentes structures. Oui, après, c'est différents types de scolarité dans chacune de ces écoles. Mais en tout cas, c'est remarquable. Ouais, je trouve ça intéressant aussi de revenir à des études. On peut se dire tout le temps en études. Mais non, parce que c'est une alternance. En vérité, l'alternance et le fait... je me souviens, quand j'étais à Télécom, j'étais avec des jeunes, pour le coup, qui sortaient des bancs de l'école. Et je trouve que je me suis... j'avais vraiment... dans ce que j'apprenais, je faisais la perspective à ce que ça allait me servir. Et du coup, j'ai trouvé ça assez enrichissant. À cette occasion, donc, tu rencontres un certain nombre de personnes. C'est un peu l'avantage de faire ce type d'études, de formation alternative par rapport à ce qui était normalement prévu, à savoir de le faire dans un cadre militaire. Là, tu rencontres des gens de la société civile, beaucoup de personnes qui entreprennent, donc ça a une influence sur ton parcours. Clairement, c'est la première fois parce qu'au final, dès le bac passé, j'ai mis... je suis passée du côté militaire, donc j'étais dans mon monde très militaire. Et là, donc, Executive Master, donc je me retrouve entourée de profils très variés, de dirigeants, d'entrepreneurs, de gens auxquels je m'identifie beaucoup, en tout cas dans l'état d'esprit. Et je me dis, oui, en fait... je me suis sentie très très à l'aise dans cette formation. Et puis, moi qui ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, j'ai découvert aussi dans le cadre de la formation de me dire, au final, il y a plein de domaines dans lesquels je pourrais contribuer et ça m'a ouvert les perspectives. D'accord. Et donc, à ce moment-là, tu as une envie d'entreprendre, enfin en tout cas de prendre ton destin en main. Et donc, du coup, tu décides de sortir de la gendarmerie, c'est ça ? Alors, pas tout de suite, parce qu'au final, quand je fais cette formation, je pense que ça a mis un peu de temps. Moi, je suis arrivée là-bas, je pensais que j'allais rester gendarme toute ma vie, et je m'y plaisais beaucoup, ça m'enrichissait beaucoup, mais je pense qu'il y avait quelque chose dans ma tête, un petit blocage qui m'empêchait d'y penser. Donc, comme tu le disais, je suis retournée sur le terrain. Oui, à Metz, exact. Oui, exactement. On revient effectivement. Donc, tu passes le concours en 2019, tu fais la formation en même temps que tu travailles. C'est ça. Et à Metz, c'est quand même assez notable parce que là, pour le coup, tu es lieutenant-colonel. Alors, j'arrive chef d'escadron et je passe lieutenant-colonel il y a 4 ans. D'accord. Et donc là, c'était le poste de commandant de compagnie, donc l'échelon du dessus par rapport à la brigade de Grimaud. Donc je prends la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Metz. Donc avec un peu plus de 180 personnes, 180 militaires sur tout l'arrondissement de Metz. D'accord. Donc c'est mon premier contact avec la région au Grand Est. Ok. Et donc 180 personnes, donc un niveau de responsabilité quand même très important. Là-dessus, il y a, j'imagine, du terrain comme on le connaît d'habitude. Il y a aussi une dimension police judiciaire dans la gendarmerie, c'est-à-dire que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure sur la brigade, mais déjà, en fait, dans les brigades territoriales, les gendarmes, ils font de la sécurité publique, de la prévention de la délinquance, de la police judiciaire, donc c'est eux qui vont traiter les plaintes. Donc à la tête de la compagnie... Alors, je commande, mais il y a bien sûr des échelons intermédiaires qui, à la tête des différentes brigades, en charge de l'opérationnel. Quand on est au niveau de commande de compagnie, on a forcément moins d'opérationnel que quand on est en brigade, mais il y a ce volet opérationnel, judiciaire, et puis beaucoup RH. Sur toute cette partie, justement, enquête, et puis plus globalement sur tes fonctions à Metz, même question que tout à l'heure, est-ce qu'il y a des dossiers, des situations qui t'ont marqué ? Parce qu'évidemment aussi, j'imagine que plus tu montes en grade, plus tu es amené à voir des choses compliquées, ou en tout cas particulières. Alors du coup, là, j'y suis restée beaucoup moins de temps, j'ai fait qu'1 année. Là aussi, peut-être souligner des faits
anecdotiques qui ne le sont pas, mais j'ai envie de te parler par exemple d'une enquête qui avait été faite par... J'y pense parce que j'avais participé à l'interpellation sur le terrain. C'était une directrice d'enquête qui s'était beaucoup impliquée sur des enquêtes de vol de carburant. Tu vas me dire, c'est pas l'affaire du siècle, c'est pas du narcotrafic... Mais au final, pour une petite commune rurale, c'était un fléau vraiment important. Elle avait vraiment investi beaucoup de temps. Et du coup, on s'est retrouvés à planquer. Je me souviens bien, c'était un 30 décembre, à 1h du matin, je crois. On a couru après les jeunes qui piquaient du carburant dans les bus. Je m'en souviens bien parce que le lendemain, il y avait l'opération du 31 décembre, assez classique. Et moi, j'étais complètement fracassée. Mais pourquoi je te parle de ça ? Parce que, en fait, pour te dire... Voilà, encore une fois, oui, il y a des grandes enquêtes et des très très belles enquêtes, mais globalement, tous les jours sur le terrain, même sur les territoires et dans la ruralité, les gendarmes ils s'impliquent pour assurer à la fois la protection et puis des populations. Et parfois au détriment de leur vie ou en tout cas de leur intégrité physique. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti menacée en mission ou pas ? Non, mais tu vois, tu fais bien d'en parler parce que, alors là, on revient quelques années en arrière à Grimaud. Je ne sais pas si tu te souviens du drame de Colobrières. Non, ça me dit rien. Donc Colobrières, c'était pas ma brigade, c'était la brigade vraiment, qui était à côté de la mienne, dans le Var. C'était un 17 juin. Il y a deux femmes gendarmes qui se sont fait tuer par un malfaiteur lors d'une intervention. D'accord. J'en ai un souvenir très très vif. En plus, ce soir-là, moi, je travaillais pas. À l'époque, on n'avait pas non plus tous les moyens de communication. Et c'est ma sœur qui m'appelle. Je ne sais plus quelle heure il était, 23h. Pour s'assurer que... Et en fait, elle était en panique parce qu'elle m'a dit je viens d'entendre qu'il y a deux jeunes femmes qui sont décédées dans le Var. Et ouais, c'est un événement marquant parce que sûr, ça arrive, on entend, mais là, c'est juste à côté. À ce moment-là, je suis allée dans la brigade, j'ai vu mes gars qui étaient en train de se préparer avec le HK, à mettre les munitions. Avec le HK, c'est le fusil, le fusil d'assaut. Exactement. Pour aller se poster pour le poste d'interception. Alors ça, on a l'habitude de partir. C'est j'ai envie de dire le chose classique. Mais là, quand on se dit, il y a quand même eu vraiment un drame, ça remet les choses dans leur contexte. Donc voilà, ça fait partie malheureusement du travail, mais en tout cas, dans ce genre de moment, on s'en rend encore plus compte. J'imagine, au moment où ils partent en intervention, le malfaiteur n'a pas été appréhendé encore. Il n'avait pas encore été appréhendé, il a été appréhendé très très vite, donc au final, ils sont partis se poster, j'ai plus exactement les... Et c'était par arme à feu ? C'était oui, avec arme à feu, oui, j'imagine, de toute façon, ce sont des métiers où on est forcément exposé à ce genre de choses, mais c'est pas, on a beau le savoir, j'imagine qu'à vivre, c'est évidemment totalement autre chose, quoi. Ouais, exactement. Et puis dans un autre registre, on a parlé à la préparation, tu vis forcément des situations très compliquées. Et encore, moi, j'ai fait que quelques années sur le terrain, mais je me souviens de toutes les annonces de décès que j'ai dû faire. Voilà, la première fois que j'ai annoncé à une mère que son fils de 17 ans s'était tué en scooter. Et après, quand on nous dit que les gendarmes sont là, on peut conduire sous stupéfiants, sous alcool, c'est pas très grave. Quand on a vécu ce genre de moment, on sait pourquoi on le fait. Tu es depuis une année à Metz, et à ce moment-là, tu fais le choix, tu décides de prendre un virage assez marqué, pour le coup. Donc tu te mets c'est l'équivalent d'une mise en disponibilité pour la gendarmerie, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc là, je viens de retourner sur le terrain. J'ai fait cette formation qui m'a ouvert à l'entrepreneuriat. Je me rends compte que, au final, je ne me rends pas compte sur le moment, mais quand je regarde en arrière, je me dis, toute cette création de Data Lab, c'était un processus de création. Ça m'a vraiment plu, ça colle à mon profil. Et je ne saurais pas t'expliquer vraiment pourquoi, mais voilà. Quelques mois après être arrivée à Metz, je me dis non, j'ai envie d'aller faire autre chose. D'accord. Et donc je pose un congé sans solde comme une disponibilité pour commencer, pour partir après un an de compagnie. Et tu as quelle visibilité quand tu fais ça ? Tu poses ton congé sans solde, parce que je
crois que les mises en dispo dans la fonction publique, c'est limité. Alors, c'est très long, mais c'est limité. Est-ce que là, tu as un délai, tu as un ultimatum pour... L'ultimatum, bah, j'ai le congé sans solde. Alors, je l'ai eu pour 2 ans. Après, c'est renouvelable jusqu'à 10 ans. D'accord. Et tu sais déjà ce que tu veux faire? Non. D'accord. Non, je pose mon congé sans solde. J'ai voilà, cette envie d'aller faire autre chose. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est un peu un fil rouge dans ma carrière de me dire ça me plaît plus. Tu t'essayes, t'y vas, t'essayes, quoi. Bah, je suis incapable de rester quelque part ou de faire quelque chose si ça me plaît pas. Donc du coup, voilà, je prends cette décision-là et après je commence à chercher du travail concrètement. Tu te confrontes pour la première fois au marché du travail. Exactement, en fait, ouais. Et alors, cette confrontation, comment et ça se je me passe? rends compte que c'est pas si facile parce qu'on sort de... Justement, moi j'étais en plus... dans un cursus où voilà, tout allait bien, j'avais pas forcément besoin d'aller chercher. Oui, et tu n'avais pas besoin de te vendre en plus. J'avais pas besoin de oui, exactement. Alors que on se confronte au privé, voilà, où il faut déjà cibler, savoir ce qu'on veut faire. C'est pareil, moi je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je suis pas partie parce que je voulais avoir tel poste. Ouais, je comprends. Et donc je me retrouve dans des entretiens d'embauche à me dire qu'est-ce que vous voulez, je sais pas. Et puis à se rendre compte aussi que voilà, on n'a pas forcément les codes. À commencer par l'entretien d'embauche. À commencer par l'entretien d'embauche. C'est des codes, c'est des façons de se comporter, de répondre. Exactement, ouais. Et puis c'est une belle leçon d'humilité pour le coup, parce que voilà, on se retrouve, on se prend des murs à certains entretiens. J'en ai en tête un entretien où une ESN qui m'a dit pour votre profil, bof, vous n'avez pas beaucoup d'expérience de tech. Je dis bah oui, mais en fait tout le reste ça compte et c'est un intérêt. Donc non, c'était loin d'être gagné, mais j'ai fini par trouver une place au Luxembourg dans une ESN. D'accord. Alors une ESN, c'est une entreprise de services numériques. C'est les sociétés qui, pour faire très simple, vont aller développer des projets, bien souvent informatiques, pour les entreprises, ou qui vont mettre à disposition des compétences et des ressources sur ces domaines-là. D'accord. Donc au Luxembourg, l'intitulé du poste, c'est quoi à ce moment-là? J'étais directrice Data Intelligence. Ok. Bon, avec cette particularité, alors tu étais à Metz, donc Luxembourg, c'est faisable. Je l'ai fait aussi, Luxembourg, dans des domaines complètement différents, mais ce que j'ai remarqué, moi, à l'époque, c'est qu'il y avait aussi une... Alors moi, c'était plutôt en première expérience. En tout cas, j'ai le sentiment que l'esprit n'est pas le même et qu'on donne davantage la chance justement aux personnes qui sont peut-être plus inexpérimentées dans un pays comme le Luxembourg. Peut-être, effectivement. Mais c'est sûr, ce qui est sûr, c'est que j'ai un profil purement atypique. Et en tout cas, quand on arrive sur le marché du travail avec ce profil... donc pour des profils un peu hors cadre comme ça, je pense que c'est une belle opportunité d'aller travailler là-bas au Luxembourg quelques mois, parce qu'au final, j'ai beaucoup appris, et notamment les codes, tout ce qui concerne le business, parce qu'au final, c'est des choses qui sont pas innées quand on est dans le militaire. Bien sûr. Mais là, encore une fois, après 9 mois, je n'ai pas retrouvé je m'y suis pas complètement retrouvée. Et puis je me suis dit, j'ai envie d'aller vraiment faire quelque chose qui me plaît. Et encore une fois, j'ai démissionné. D'accord, sans savoir plus. Sans trop savoir ce que j'allais faire. Et sur ce poste au Luxembourg, il y a quelque chose qui est important, c'est que tu gérais une équipe. Donc cet aspect, on va dire management, tu l'as retrouvé quand même là-bas, ou en tout cas ça t'a servi. Alors j'étais à la tête d'une équipe d'une quarantaine de consultants. La différence, c'est qu'ils étaient pour la plupart placés dans des entreprises. D'accord. Donc au final, c'était pas du vrai management opérationnel. C'était de la coordination. C'était de la coordination, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours eu à cœur, et encore aujourd'hui, d'avoir ce facteur humain, et de se dire, voilà, je suis une équipe, j'essaye de... Ça, c'est ce qui m'arrive, c'est aussi ce que je retiens du côté militaire, de me dire, on favorise les moments de cohésion, parce que derrière, ça va renforcer l'équipe. Tu quittes le Luxembourg, mais tu ne sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi, pour plus loin, quoi. À ce moment-là, donc, tu continues à chercher du travail. Là, au final, j'ai eu une bonne année à aller expérimenter, me prendre des murs. Je parlais tout à l'heure de prendre des murs. Je pense que c'est important de se dire dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas que des choses roses. Et effectivement, c'est pas toujours facile.
J'ai rencontré plein de gens. J'ai expérimenté des choses. J'ai travaillé pour une start-up à Nancy. J'ai fait des missions avec un camarade de promo. J'ai fait plein de choses, mais concrètement, moi, je rêvais de créer ma start-up, de créer mon projet, de lancer quelque chose. Et puis, j'ai pas trouvé les conditions pour le faire. Donc, rétrospectivement, c'est pas du temps perdu, hein, parce que tout ce que j'ai appris, ce que j'aimais pas. Comment était l'écosystème, j'ai rencontré j'ai élargi mon réseau et puis aujourd'hui ça me sert beaucoup. Mais sur le moment, je pense qu'il y a plein de gens qui devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a quitté un poste, elle a été lieutenant-colonel à 35 ans dans la gendarmerie. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas de travail vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui se sont inquiétés, certainement. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est pas fréquent, effectivement. Tu avais une sorte de voie royale qui était tracée et tu as choisi un peu la difficulté, donc forcément. Ça aurait été, en tout ça, beaucoup plus simple. En tout cas, bien sûr. si, ça aurait été plus simple de rester. Effectivement, j'avais une pente devant moi. Mais voilà, j'ai un peu sauté dans le vide. Et aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir fait. Donc, à ce moment-là, tu crées, en tout cas dans cette période-là, tu crées ton entreprise actuelle qui s'appelle Spinalia, la bien nommée, alors que tu n'es pas encore arrivé à Épinal, mais tu savais que tu allais venir ici, c'est ça? Exactement, oui. Donc, explique-nous Spinalia, l'origine, la vocation de l'entreprise. Et au final, ça s'est fait un peu de manière itérative, mais je me suis rendu compte que ma valeur, en tout cas ce que je pouvais apporter, c'est ce que je faisais déjà au Data Lab à la gendarmerie, c'est-à-dire de faire le lien entre des besoins, d'identifier des besoins métiers et terrain, et derrière de trouver les solutions numériques adaptées dans le domaine de la data et de l'IA. Donc à l'époque, j'avais une équipe, bien sûr, avec moi au Data Lab, mais l'esprit, c'est un peu le même. Et puis est arrivé aussi l'essor de l'intelligence artificielle générative. Tout le monde a commencé à en parler. Je me suis rendu compte que sur le territoire, donc à côté de moi, il y avait des entreprises, des PME qui commençaient à se poser des questions. L'IA, ça devenait accessible aussi pour ce type d'entreprise. Et donc je me dis, voilà, ma valeur, c'est d'aller aider les entreprises à comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, d'identifier, de les aider à identifier des processus où il y a des choses à améliorer, du temps à gagner, de l'optimisation, et puis après de trouver les bonnes solutions ou de construire les bonnes solutions avec eux. Par rapport à Spinalia, donc tu arrives à Épinal en fin 2024. Tu commences donc à collaborer avec des entreprises locales, peut-être pas que d'ailleurs, mais tu as quelques j'avais déjà commencé, alors venant de Metz, j'avais du coup des premiers clients sur la région de Nancy. Et j'arrive à Épinal en septembre 2024 avec la ferme volonté justement d'avoir un impact sur le territoire encore plus local. D'accord. Et puis beaucoup de travail pour aller intégrer l'écosystème. Oui, on a un tissu d'entreprise ici qui est quand même assez intéressant. Exactement, que j'ai découvert d'ailleurs, pour être honnête, en arrivant ici, parce que de l'extérieur, je n'avais pas cette vision-là, mais effectivement, il y a plein de belles entreprises. Et c'est un plaisir de pouvoir collaborer avec elles. Une chose que tu me disais par rapport à l'IA, c'est que avant de faire de l'IA dans une entreprise, ou en tout cas avant d'aborder le sujet de l'IA, il y a énormément de choses à voir en amont. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? C'est vrai que c'est un peu mon message principal en ce moment, et je me bats souvent là-dessus, c'est de se dire l'IA, c'est qu'un outil. Et je trouve que beaucoup de gens veulent le prendre à l'envers et se dire il faut à tout prix faire de l'IA. Les entreprises ont un peu une injonction à faire de l'IA. Et d'ailleurs, c'est plutôt positif parce que c'est grâce à ça que les gens m'appellent. Mais moi, je rappelle bien que l'IA, ce n'est qu'un outil dans une boîte à outils, mais qu'il faut d'abord partir des solutions. Donc, ce que je fais avec les entreprises, c'est vraiment ça. Donc, à quel but on veut arriver et dans ce but-là, comment on utilise cet outil, c'est ça? Pour moi, il ne faut pas que les entreprises adoptent à tout prix l'IA, mais par contre, il faut qu'elles sachent ce que c'est, qu'elles comprennent quelles opportunités elles peuvent en tirer, pour ensuite mettre en place des choses. Mais le but, c'est pas à tout prix faire de l'IA. Donc, moi, quand je vais dans une entreprise, concrètement, je vais m'asseoir à côté des différents métiers pour qu'ils m'expliquent quel est leur travail, quels sont leurs points de douleur, là où il y a des choses à améliorer, là où ils pensent qu'il y a des choses à améliorer. Et à partir de là,
on peut trouver des solutions. Ça peut être de l'IA, mais parfois c'est d'autres solutions. Ça peut être de la valorisation de la donnée, ça peut être la mise en place d'outils plus digitaux. Parfois c'est aussi de repenser les processus, de se parler. Et là, c'est là où j'aime beaucoup mon rôle, c'est que j'ai aussi un regard extérieur qui peut aider les dirigeants à, justement, à prendre de la hauteur, à avoir une vision transverse. On sait très bien, quand on est dans notre tunnel, c'est difficile parfois d'avoir les idées claires. Et puis je ne le mesurais pas jusqu'ici, mais je commence vraiment à le voir, c'est qu'au final, c'est un domaine qui va tellement vite. La veille technologique, ça prend beaucoup de temps. Moi, je crois que j'ai à peu près un quart de mon temps qui est passé justement à aller faire de la veille. Je fais partie de communautés où à la fois de grands groupes et de plus petits, pour savoir quels sont les cas d'usage qu'ils utilisent, quels sont les outils. Et au final, c'est un sujet qui est très transverse. Donc, je retrouve un peu les mêmes besoins et les mêmes choses dans différentes entreprises, même si chaque entreprise, entre une entreprise qui fait des vélos électriques et une entreprise qui fait de l'agroalimentaire, on pourrait se dire c'est complètement décorrélé. Et en fait, pourtant, il y a beaucoup de points communs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être communes. Mais du coup, donc tu interviens au niveau de ces entreprises, tu interviens également directement auprès de certains décideurs. Je crois que tu as en projet de faire notamment enfin, tu as déjà commencé, il me semble, de faire des séminaires plutôt orientés nature. C'est-à-dire que tu utilises la beauté de notre territoire et notamment des Hauts-de-Vosges pour sortir un petit peu les gens de leur cadre et de leurs habitudes pour justement leur inculquer un certain nombre de choses sur l'IA spécifiquement. Sur l'IA, ça déborde un peu. Et en fait, effectivement, moi, je ne suis pas de la région. Pour être tout à fait honnête, quand que j'ai arrivé sur Épinal, je me suis dit, voilà, est-ce que je vais réussir à travailler dans mon domaine d'activité ? Et je suis vraiment tombée amoureuse de la région et des sapins. Souvent, on me dit, à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a toujours des photos de la nature. Et c'est vraiment, c'est pas du marketing, c'est vraiment que voilà, je me sens bien dans cette région. Et en fait, je me suis rendu compte, en intervenant lors d'un séminaire d'une entreprise de Metz qui était venue dans les Hauts-de-Vosges, pour leur séminaire d'entreprise. Je suis intervenue à ce moment-là pour parler de l'IA. Et là, il y a eu un déclic. Je me suis dit, voilà, on est dans un chalet magnifique en bois, au milieu des sapins. Les gens sont détendus. Voilà, le pas de côté et la prise de hauteur est beaucoup plus simple que quand on est dans un laboratoire ou dans son quotidien et dans ses bureaux. Et puis, il y a un contraste qui est intéressant entre le côté, justement, nature, avec, on va dire, minimaliste, et à côté de ça, d'évoquer des sujets que, pour le coup, sont... d'innovation, très tech, etc. Et puis, ça part aussi voilà, quand même de ma conviction forte que l'IA, il y a tellement d'enjeux dessus qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est bien de prendre de la hauteur pour un dirigeant sur le sujet. Et donc, sortie de ce séminaire, un peu pour la blague, je me suis dit, je vais lancer un concept de séminaire dans les Vosges. Je vais sortir les citadins et je vais les faire venir dans les Vosges. En parallèle, j'ai rencontré, la vie est aussi une question de rencontre et de personnes. J'ai rencontré un entrepreneur spinalien, lui aussi, qui est à la tête d'un réseau de sportifs de haut niveau. D'accord. Et on s'est dit, il y a un truc à faire conjointement. Donc, on organise des séminaires où on mixe réflexion sur l'IA, ateliers pratiques sur l'IA, des activités avec des athlètes de haut niveau, dans un cadre exceptionnel au milieu des Vosges. Il y a différents lieux, mais globalement, le principe, c'est dans la nature, pour permettre de réfléchir différemment. Je pense que c'est vraiment à te dire, on fait un pas de côté et puis on réfléchit bien mieux comme ça. Alors, sur l'IA, justement, tu as expliqué que c'était effectivement un outil, qu'il fallait pas le prendre pour autre chose que ça. Est-ce que parfois, tu arrives à la conclusion avec les dirigeants avec lesquels tu travailles qu'en réalité, dans leur entreprise spécifiquement, ils n'en ont pas ou peu besoin? Oui. C'est-à-dire qu'eux s'imaginent que ça va forcément leur apporter quelque chose et en réalité, ce n'est pas forcément le cas, c'est ça? En tout cas, ce n'est pas forcément le cas ou ce n'est pas forcément le cas tout de suite. Il y a peut-être d'autres priorités. En tout cas, moi, ce que je pointe, c'est de se dire, alors bien souvent, quand on n'a pas déjà fait un travail sur sa donnée, pour se dire je vais piloter mieux grâce à de la donnée mieux structurée,
c'est difficile de faire de l'IA beaucoup plus poussée sur même s'il y a des cas bien différents. Mais oui, ça m'arrive et au final, moi j'aime aussi quand on se penche sur une problématique où on réunit des gens pour se dire voilà, on va construire un agent d'IA et puis au final ils résolvent leurs problèmes Oui, sans forcément sans ça. Ok. l'utiliser. Tu parlais aussi de veille. Est-ce que il est possible aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un secteur qui est en mouvement perpétuel et qui explose, est-ce que c'est possible de faire de la prospective de façon à peu près sûre, c'est-à-dire de savoir, ne serait-ce qu'à 6 mois, ce qui peut ou ce qui va se passer dans ce secteur d'activité? C'est un secteur qui va tellement vite que c'est difficile de savoir là où on en sera j'allais dire dans 2-3 ans, mais même dans Oui, même 6 dans 6 mois. mois, ouais. C'est une vraie difficulté pour les entreprises de savoir quelle solution choisir, est-ce qu'elle va rester sur le marché, etc. Je pense qu'il y a une vraie démarche à avoir pour ces entreprises, à se dire, pas être trop dépendant d'un outil, plus d'avoir une logique. Après, pour répondre quand même à ta question, ça tombe bien parce que je reviens d'un salon où on a parlé d'innovation à l'étranger, etc. La tendance qui arrive vraiment sur le marché, c'est tout ce qui est robotique. D'accord. Robotique boostée à l'IA, et dans ce domaine-là, les Chinois sont très très forts. Les progrès sont assez hallucinants en un an sur voilà, la production de robots et les tâches qui sont possibles à faire. Donc je pense que ce qui va arriver sur ces thématiques-là, ça sera là-dedans. Les prochains gros sujets seront là-dedans. Ça m'amène à ma prochaine question. Tu disais tout à l'heure que l'IA, c'est un sujet important avec des forts enjeux. Je pense qu'il y a des enjeux évidemment économiques, mais il y a des sujets davantage, peut-être plus, entre guillemets, sociétaux, Ouais. voire philosophiques. Tu parlais de robotique assistée à l'IA. Enfin, il y a différentes... J'ai quand même des raisons que tout ça fasse un petit peu peur, je pense. Il y a beaucoup de monde qui voit ça d'un œil, comment dire, assez effrayé. Quelle est ton opinion par rapport à ça et quelle peut être l'humanité de demain à travers l'expansion de l'IA? Ouais, alors la question est très philosophique. Ouais, vas-y. Moi, je suis quand même optimiste parce que quand je vois le terrain, concrètement les entreprises sur le terrain, je vois que l'humain, il va rester au centre et il doit rester au centre. J'ai une conviction profonde, c'est que l'IA doit être là pour nous décharger de tâches chronophages, sans valeur ajoutée, de fluidifier les process, mais du coup pour nous laisser le temps justement de revenir à l'humain, de se dire j'ai gagné du temps grâce à l'IA, je le prends pour, je sais pas, un commercial, aller voir les gens sur le terrain, quelqu'un du secteur public, d'être là pour les usagers. Enfin, je pense qu'on a encore besoin d'humanité et je plaide beaucoup pour ça. Les enjeux sociétaux sur lesquels je m'implique aussi, et en tout cas qui sont pour moi très importants, c'est tout ce qui va être éducation au sens critique. Alors je suis peut-être plus sensible parce que j'ai des enfants et ça m'arrive d'intervenir devant des jeunes, dire voilà, tout ce qui va être deepfake, qui sont maintenant possibles grâce à l'IA, mais même tout ce qui, les biais des réponses de l'IA, parce que l'IA est entraînée sur des données passées qui ne sont pas neutres, donc parfois on peut se dire, justement, l'IA elle est neutre, mais pas du tout, elle va reproduire des biais, des stéréotypes, il peut y avoir des risques encore plus importants si des puissances se mettent dans tout ça. Donc d'avoir à la fois cette éducation au sens critique, je trouve que c'est quelque chose de primordial. Et puis aussi d'éduquer les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes, à comment bien utiliser l'IA, c'est-à-dire de ne pas tout déléguer à l'IA, de continuer à avoir des apprentissages. De ne pas tomber dans cette facilité. De ne pas tomber dans cette facilité-là. C'est vrai, quand on est dans des périodes d'enseignement où on s'élève intellectuellement, notamment pour les jeunes, toute la partie liée à la scolarité, c'est vrai que c'est tellement facile de faire son devoir à l'IA avec tout ce que ça comporte derrière. Exactement, et moi je le vois, des collégiens qui me disent moi je prends mes devoirs en photo et je demande à ChatGPT de me faire mes devoirs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser l'IA, mais en tout cas c'est un vrai enjeu sociétal parce que ça risque d'augmenter la fracture, je pense, entre ceux qui ont des parents
qui vont être sensibilisés à ces sujets et les autres qui vont pas les laisser faire, en tout cas. voilà, qui vont du coup pas utiliser correctement les outils. Autre enjeu sociétal, la question écologique, parce qu'on sait que l'IA nécessite une énergie ultra importante, donc des data centers toujours plus importants et plus énergivores. Ouais. Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste aussi par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites pour améliorer les choses? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, l'IA, elle consomme beaucoup d'énergie. Alors, à la fois quand on entraîne des modèles, et il y en a beaucoup des modèles, donc là, c'est la consommation électricité, l'eau dans les data centers, etc. Et puis même à chaque fois qu'on fait un prompt, donc on va utiliser l'IA, il y a de l'énergie qui est consommée. Alors c'est difficile d'évaluer exactement parce qu'il y a plein de lobbying dans tous les sens. Bien sûr. Il y a quand même un outil qui est assez intéressant qui a été mis en ligne par le ministère de la Culture qui s'appelle Comparia, qui permet de se rendre compte, en fait, quand on fait une demande à l'IA, combien c'est en équivalent en heures de streaming, ce genre de choses, ça permet de parler. Donc là, mon message, il est très clair aussi là-dessus. Et ça va avec avant, c'est se dire, ça sert à rien d'utiliser l'IA pour tout. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que tu peux continuer à demander à Google. Il y a plein de choses, il y a des choses qu'on peut faire de tête. Si on doit faire un calcul, il faut qu'on utilise une calculatrice. Déjà, on peut essayer de faire un effort. Donc d'avoir les bons usages pour les bons outils. Et ensuite, si tu cherches une adresse, par exemple, tu la trouves très facilement sur Google. Tu n'as pas Exactement. besoin de l'IA pour te dire où situe ton coiffeur. Donc ça passe avec ce que je disais avant sur l'éducation à l'IA. Et après, de façon plus générale, et moins individuelle, il y a bien sûr des différentes, en tout cas, possibilités qui vont arriver avec des modèles plus petits, qui pourront être adaptés à telle ou telle tâche. Et puis, il faut quand même être optimiste, se dire que l'IA a aussi un impact positif dans certains domaines. Je ne sais pas si ça va contrebalancer suffisamment, mais je pense que le message clé, c'est vraiment de se dire arrêtons de vouloir mettre de l'IA partout et gardons raison là-dessus. Ok. Une question par rapport, tu parlais de tes enfants, on parlait d'éducation. Tu es investi auprès d'une association qui s'appelle Elle Bouge. Oui. En quoi consiste l'association ? Alors c'est une association nationale qui a pour but la promotion de la diversité au sein des métiers scientifiques et donc de la promotion auprès des jeunes filles des métiers scientifiques. D'accord, donc le sens du message c'est quoi? C'est de les encourager à faire des études et à quelque part à croire à leur potentiel, à leurs possibilités, etc. en tant que jeune fille, parce qu'on part du postulat que c'est peut-être pas suffisamment le cas, ou en tout cas qu'on case encore trop les filles dans des catégories spécifiques, c'est ça? Le constat, c'est effectivement que au fil des études, il y a de moins en moins de filles dans tout ce qui est scientifique, dans les sciences et dans l'industrie. En tout cas, Elle Bouge, c'est focalisé là-dessus. De porter les messages, de montrer des rôles modèles qui sont ingénieurs, techniciennes, dans différents postes, pour montrer que les parcours sont possibles et donner envie aux jeunes filles d'aller dans ces domaines-là, parce qu'effectivement, l'égalité femmes-hommes n'est pas est largement sous-représentée dans ce type de métier. Et tu interviens auprès de jeunes filles qui ont quel âge? Alors ça dépend, il y a différents types d'événements qui sont organisés. Moi j'ai eu l'occasion d'intervenir devant des classes de collégiennes ou lycéennes. Je sais qu'il y a des actions qui commencent à arriver dans le primaire, j'ai pas eu l'occasion encore de le faire, mais c'est des publics assez variés, il y a des événements assez divers. Mais le message clé, il est commun, c'est vraiment de montrer que la diversité est possible, avec ce côté scientifique, mais aussi de façon plus générale. Oui, bien sûr. Oui. De dire il faut croire en soi, ne pas hésiter à oser. C'est souvent mon message passé. Justement, j'allais te demander, j'ai deux filles, deux collégiennes qui ont 12 ans, c'est des jumelles.
dont l'une qui est vraiment pas, je vais pas dire pas scientifique, mais qui a des vrais sujets, enfin, où les maths c'est déjà un peu moyen, cinquième. Je sais d'où ça vient, je sais de qui elle tient, il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Qu'est-ce que tu leur dirais typiquement à ces jeunes filles? Le but, c'est pas d'amener toutes les jeunes filles dans les métiers scientifiques si elles n'ont pas d'appétence, si elles n'ont pas de volonté. C'est plutôt se dire, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je viens d'une famille où on m'a jamais bridée. J'avais des exemples justement dans ce domaine. Ma grande sœur qui était ingénieure, donc qui est partie dans ce domaine scientifique. J'ai jamais eu de profs qui m'ont justement mis des barrières là-dedans. Sauf qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de stéréotypes. J'entends beaucoup de jeunes filles qui me disent le numérique c'est pour les garçons. D'accord. Alors que je vois pas pourquoi oui. une fille n'arriverait pas à travailler sur un ordinateur ou dans le numérique. Donc les messages que je passe moi aux jeunes collégiennes, c'est de se dire voilà, vous ne mettez pas de limite. C'est vraiment le sujet. De se dire voilà, osez, vous voulez faire quelque chose. Alors puis en plus maintenant mon discours il est aussi axé sur en fait vous pouvez vous tromper. La vie, elle n'est pas figée. C'est pas parce que vous rentrez dans une dominante aujourd'hui que vous allez y rester toute votre vie. Il y a de plus en plus de... Je suis pas la seule à avoir un parcours atypique, à faire des sauts entre différents mondes. Si vous testez quelque chose, ça marche pas, c'est pas grave, vous aurez appris et puis vous allez faire autre chose. Et puis il y a ton côté entrepreneur aussi qui est super intéressant, j'imagine, au-delà du domaine scientifique. Effectivement, j'ai envie de dire le domaine scientifique, c'est un peu le prétexte pour leur parler, mais globalement, de toute façon, pourquoi je me suis investie dans ce genre d'association, c'est parce que, étant militaire et ingénieur dans l'informatique, il n'y avait pas beaucoup de filles autour de moi. Oui. Et pendant longtemps, ça ne m'a pas posé problème. J'ai toujours été plutôt allée justement prendre les codes masculins pour rentrer dans le moule. Et puis, ça va faire une petite dizaine d'années, peut-être quand j'ai commencé à être maman, où je me dis, en fait, j'ai pas de modèle au-dessus de moi, c'est pas normal. Peut-être que moi, je pourrais le devenir, en tout cas. Et l'engagement, il vient de là, de se dire, oui, encore maintenant, quand je vais dans des conférences sur l'intelligence artificielle, alors, il commence à y en avoir de plus en plus, et puis forcément, mon réseau se féminise, mais on n'est pas nombreuses. Et c'est important. Alors, encore plus dans ce domaine de l'intelligence artificielle, parce qu'on parlait tout à l'heure de données biaisées. S'il n'y a pas des femmes qui participent à la conception des algorithmes, des projets, derrière, on peut avoir des risques énormes. Et plus globalement, pour moi, la diversité homme-femme, mais même de façon générale, elle est tellement riche et intéressante pour les projets que c'est important de se battre pour ça. Ok. Marjorie, je te remercie d'avoir participé à ce numéro. On va, j'espère, avoir la chance de te revoir, peut-être intervenir dans le cadre d'un événement qui est Alpha, alors peut-être un petit déj, un atelier ou une conférence comme tu avais animé en mars 2025. On te remercie encore d'ailleurs. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis on se tient bien évidemment au courant des projets à venir. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci de nous avoir suivis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Merci à toute l'équipe qui travaille sur le projet et à bientôt pour un nouveau numéro.